1, 2, 1, 2. Sous vos applaudissements, je vous demande d'accueillir Bertrand, le réalisateur, Nabila, la directrice de l'EHPAD, de ses résidents, et ainsi qu'Olivier, le président de la Fondation Recherche Alzheimer. Merci. Merci Bertrand pour ce beau documentaire. Je pense qu'on va avoir plein de questions à vous poser. Mais alors déjà, pour commencer, c'est vrai que ce documentaire s'inscrit dans un contexte un peu particulier avec d'autres films, puisqu'on peut dire que c'est une trilogie. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer votre trilogie et pourquoi ce dernier documentaire porte sur cette thématique-là? Oui, bien sûr, avec plaisir. Bon, déjà, merci de nous accueillir, merci d'être si nombreux ce soir, c'est un vrai plaisir, parce qu'un film comme ça met des années avant que ça puisse voir le jour, donc vraiment merci beaucoup d'être là. Un grand merci à Nash qui a chanté tout à l'heure et qui vraiment nous fait ce cadeau de ce générique de fin avec toute la famille qui chante dessus, donc vraiment infiniment merci pour ça. Bah oui, effectivement, Les Esprits Libres, c'est la fin d'une trilogie, en fait, la troisième partie d'un triptyque sur l'accompagnement de la maladie d'Alzheimer. J'avais fait un premier film il y a quelques années, qui est sorti au cinéma en 2019, qui s'appelait Prendre soin, et où en fait j'avais suivi quelques soignants, c'était d'ailleurs déjà en partie dans ton établissement, voilà, des soignants sur 1 an. Ça m'intéressait beaucoup de savoir en fait les gestes du métier, parce que souvent quand on parle de cette question, on dit souvent ce qui se fait pas, mais on dit rarement ce qui se fait. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dénoncer des choses, ou qu'il ne faut pas... moi je n'étais pas là pour idéaliser, mais par contre ça m'intéressait beaucoup de savoir l'intelligence, l'humanité, pour que les choses se fassent malgré tout, malgré parfois la souffrance et toutes les difficultés évidemment liées à la maladie et à la dépendance. Donc du coup, ce premier film, Prendre soin, il est sorti il y a quelques années. Voilà. J'avais très envie aussi dans ce film-là, et c'est ça aussi après dans Les Esprits Libres, de donner la parole aussi aux personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais aussi des soignants. Parce que je trouve que très souvent on colonise leur discours, c'est-à-dire on parle à leur place, soit pour en faire des coupables, parfois, mais aussi des victimes, souvent en disant « oh, les pauvres ». Et rarement on entend ce qu'ils ont à nous dire, voilà, et ça c'était très, très important. Puis après, quelques années plus tard, 2 ans plus tard, en fait, donc dans l'équipe de Nabila, il y a malheureusement le médecin coordinateur qui est décédé des suites du Covid. Et en fait, on m'a interpellé, l'équipe m'a interpellé en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour lui rendre hommage. Et donc on a décidé qu'on allait faire un 2e film, et les soignants se sont filmés eux-mêmes pendant 1 an dans l'unité Alzheimer, enfin alors c'est pas qu'une unité parce que tout l'établissement accueille des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. On les voit dans ce film première ligne dans toute leur beauté, c'est-à-dire beauté aussi dans la souffrance, dans la douleur face à cette crise incroyable, et en même temps dans cette capacité de repenser le métier, de trouver des solutions et de continuer à faire vivre une humanité malgré tout. Voilà. Et puis on arrive là, à la fin de ce 2e film, je dis, j'avais très très envie de faire un 3e volet sur « et maintenant on fait quoi ?» Et maintenant, comment on peut aborder cette question, cette maladie terrible par certains aspects, mais pas que, aussi d'une autre manière, en montrant autre chose. Comment on peut parler d'un autre soin, et voilà. Et donc du coup, il y a eu cette idée qui est venue de se dire, on va essayer d'imaginer un lieu, pas uniquement un lieu où on aimerait que nos proches, parce que je dis souvent que mes proches vieillissent dans un lieu comme ça, ou que moi-même je vieillisse dans un lieu comme ça, mais maintenant j'aime bien dire aussi c'est un lieu où j'aimerais vivre. En tout cas, vivre en partie. Et ça me paraît très important. Et à mon avis, ça fait partie aussi de l'idée de ce qui nous fait du bien, c'est qu'on a du plaisir à être ensemble dans cette maison, dans quelque chose qui ressemble à une maison. Bref, je vais pas... En tout cas, c'était ça l'idée. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer ce qui se faisait déjà à l'Épidore, c'est-à-dire des ateliers théâtre, et notamment avec Emmanuela Barbonne qu'on voit, et Kael qui est présent. Oui, parce qu'il y a quand même Kael. Tu peux venir quand même. Et Shafia, il faut quand même des... C'est vrai. Je peux les applaudir quand même très fort. Et c'est vrai qu'il aurait fallu commencer par le début, c'est d'applaudir ceux qui nous ont tellement donné d'eux-mêmes dans ce film.
Donc merci beaucoup Michael et Shafia. Et donc du coup, il disait, donc Kael aussi avec Emanuela, l'art thérapeute, il faisait déjà des ateliers théâtre, mais pas uniquement les ateliers théâtre. Ils partaient, ils ont fait des représentations un peu partout en France avec des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et c'est vrai que c'est une question qui s'est posée, donc ils étaient très beaux à voir et vraiment dans cette création collective. Moi, j'avais très envie d'un projet justement qui donne de l'espoir et du possible, malgré tout. Et donc, ces deux choses se sont rencontrées. On s'est dit, tiens, allez, on va partir en résidence pendant 15 jours. Et non seulement on va créer ensemble un spectacle, mais aussi et surtout, peut-être, on va vivre ensemble différemment, sans blouse blanche, dans un lieu ouvert et dans un lieu où on a du plaisir à vivre ensemble. Voilà. Donc, c'est comme ça que sont nés les esprits libres. Justement, Nabila, sur l'organisation, c'est vrai que ça paraît complètement, on peut dire, à la fois magnifique, mais ubuesque de se dire que des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer puissent sortir, alors que dans l'esprit un peu collectif, c'est des personnes qui sont définitivement cloîtrées dans une maison médicalisée. Et donc là, en leur offrant la possibilité de sortir, quels sont les défis? Est-ce que c'est facile d'organiser tout ça? Et qu'est-ce que vous devez mettre en œuvre à la fois au niveau soignant et organisation au niveau de l'organisation de l'EHPAD pour permettre cette magnifique expérience? Effectivement, ça a nécessité pas mal de réflexion, pas mal d'échanges. Et en premier lieu, avoir la confiance des familles qui nous autorisaient aussi à mener cette expérience. Faire confiance en l'intelligence des soignants, des équipes. Enfin, moi, j'ai totalement confiance, donc il n'y a aucun sujet. Puis à un moment donné, on s'est dit, on y va, prendre des risques. Et on va aller en dehors de l'EHPAD avec tout ce qu'on a comme normes, mesures de sécurité, protection, protocole. Et on s'est dit, mais en fait, ils se sont dit, mais en fait, on a envie de vivre autre chose. Et moi, je n'ai eu qu'à leur dire, go, on y va. Donc, voilà, tout simplement. Et après, ils ont trouvé eux-mêmes des solutions sur place. Ils ont choisi l'endroit, ils se sont organisés. Donc, tout ça n'était pas pensé en amont. Donc, la seule chose qui était importante, c'est qu'ils puissent en avoir envie, qu'ils avaient confiance et qu'ils y croyaient. On y croyait tous. Et puis, sur place, vous avez eu le résultat. Olivier, justement, en tant que président de la Fondation pour la recherche sur Alzheimer, qu'est-ce que vous avez peut-être comme étude ou comme retour qui nous montre les bénéfices de ce type de mouvement On s'interroge beaucoup sur les prises en charge non médicamenteuses de ces maladies. Qui nous intéressent au même titre que les prises en charge médicamenteuses qui sont aujourd'hui une actualité, puisque vous savez que dans quelques mois, on va avoir enfin un médicament qui agira vraiment sur la maladie elle-même et non pas sur le symptôme. Mais en attendant, on peut au quotidien aider nos patients en leur proposant toutes sortes de prises en charge. Celle-ci en est une parmi d'autres. Je crois que ce qui est important, c'est de voir qu'au fond, nos patients, malgré des troubles cognitifs majeurs, qui sont à des stades variables en fonction de l'évolution de la maladie, conservent, et ça évidemment, ça éclate dans ce film, une intelligence émotionnelle qui peut rester très longtemps préservée. Ils gardent des éléments de leur personnalité, de leur humour, ils sont capables d'interagir entre eux, d'avoir des propos qui sont souvent émouvants, qui peuvent être drôles, qui peuvent être tristes. Et ça, je crois que c'est très important parce que beaucoup de gens qui sont proches de malades d'Alzheimer se disent, dès lors que le diagnostic est posé, voilà, c'est la fin. Mais pas du tout. On peut continuer à vivre avec la maladie d'Alzheimer, on peut continuer à interagir, malgré le déclin de certaines fonctions cognitives. Les gens continuent à exister. Et ça, je crois que ce film nous le montre de façon éclatante. C'est vraiment une leçon de vie pour des malades. Alzheimer, on voit que, quel que soit le niveau d'atteinte de ces patients, ils ont encore des choses à nous dire, ils ont encore une existence en eux, ils ont une âme, une personnalité qui mérite d'être approchée, connue, enrichie. Et ça, c'est vraiment, je trouve, le message de ce film. Hein. Vraiment,
C'est tellement touchant. Tous ces patients, on les connaît, on les suit. Je suis moi-même médecin à la Villa d'Épidore, donc ce sont tous mes patients. Ce qui est très triste, c'est qu'un certain nombre d'entre eux nous ont quittés. D'autres sont toujours vivants, mais ne sont plus du tout capables de réagir comme vous les avez vus dans le film. Et c'est là où on se dit qu'il faut se battre. On ne peut pas rester comme ça, les bras ballants, à attendre que ça passe. Alzheimer, c'est une maladie absolument dramatique qu'il faut combattre de toutes ses forces. Et on est très très loin, malheureusement, d'avoir trouvé la solution. Et ça ne passera que dès lors que chacun prend à sa manière, avec ses moyens, et bien, à bras-le-corps ce combat. On peut tous être les petits porteurs de cette grande ambition collective qui est de se débarrasser de cette foutue maladie qui perturbe, qui obère, qui bouleverse tant d'existences. Voilà. Vous l'avez dit justement, c'est vrai que le film est particulièrement beau sur ce point-là, c'est que effectivement il dépasse le diagnostic. À un moment donné, on ne les voit presque plus comme des malades et on met en avant leur créativité, leur positivité dans cette démarche. Et justement, Bertrand, quel choix un peu dans les images que vous avez fait dans le montage, comment vous avez mis en avant l'aspect positif que uniquement le diagnostic posé de ces patients d'Alzheimer? Alors, on a tourné, pour la petite anecdote, on a tourné 150 heures. Donc on était quand même assez nombreux, 2 à prendre l'image, le chef opérateur et moi-même. Il y avait 2 preneurs de son, donc 150 heures c'est beaucoup. Ça veut dire qu'on a enlevé 148 heures en fait, pour dire. Donc ça fait beaucoup de films qui auraient pu avoir lieu. Mais je ne crois pas qu'on ait par contre mis en avant particulièrement quelque chose pour surjouer le côté positif. En fait, on voit aussi d'ailleurs de la souffrance. On voit Anne-Marie qui ne peut plus descendre les escaliers. On voit la souffrance d'Antoine face à cette confusion, son amour aussi finalement qui finit par revenir. En fait, je veux dire, on voit Didier qui veut partir souvent, mais on voit aussi des gens se relever. Enfin, moi, je tenais à dire aussi que, par exemple, Anne-Marie, que vous voyez dans le film, là, qui est un personnage, vous voyez qui c'est, Anne-Marie ? Et qui a des mots absolument magnifiques. Quand elle dit, par exemple, les gens oublient, mais ils oublient un peu généreusement. Ou alors, enfin bref, c'est très beau ce qu'elle dit. Et Anne-Marie, elle s'est littéralement redressée, c'est-à-dire qu'elle parlait quasiment plus avant de partir. Donc on a vu vraiment des effets assez rapides, je veux dire, vraiment de gens qui se sont redressés. Didier, à la fin, effectivement, nous dit, bon, mais allez-y, vous pouvez partir. Moi, je reste. Et donc, du coup, c'est assez beau, en fait, de voir. C'est beau aussi, d'ailleurs, de voir des soignants comme Justine qui va nous dire moi, à 17h, à l'EHPAD, voilà. Et là, il est 22h, on est en train de discuter ensemble encore de boulot. Et en fait, je suis là, quoi. Je me sens animé. C'est-à-dire de retrouver aussi du sens, de l'énergie. Ça, c'est pas quelque chose qui a un effet de montage, c'est ça que je veux dire. C'est que vraiment, c'était vraiment une réalité. Et c'était d'ailleurs, c'est très beau de voir quand on arrive à traverser les frontières habituelles et les partitions habituelles, malades, pas malades, vieux, jeunes. Enfin, il y avait quelque chose aussi où les frontières étaient beaucoup plus complexes à la fin. Moi, par exemple, j'étais plus ami avec Didier qu'avec un soignant, par exemple, de mon âge, parce qu'on avait des choses à se dire, quoi. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment un grand bonheur de voir quand on va au-delà de la partition, justement, professionnelle malade. Et quand je parlais de maison tout à l'heure, ça me semble très important, en fait. Ce terme paraît assez banal, mais je crois que l'exigence, elle est assez banale, au fond. Moi, je dirais même aussi la question de la vie ordinaire. Regagner de la vie ordinaire. C'est-à-dire que souvent, on est dans des institutions, alors là, moins, mais on est quand même souvent dans des institutions qui, malgré toute la bienveillance et l'engagement, finalement, au nom de la protection de la vie, on finit par tuer ce qui est vivant en nous. Le sentiment de se sentir vivant. Parce que se sentir vivant, c'est aussi prendre des risques ensemble, faire des choses ensemble, tenter des choses ensemble. Et je raconte souvent de manière un peu ironique, mais qu'en institution, tout ce qui ressemble à la vie ordinaire, on l'appelle thérapeutique. Donc ça veut dire si vous faites un repas soignant-soigné, ou on appelle ça un repas thérapeutique. Et puis si vous faites une sortie, on appelle ça une sortie, évidemment, thérapeutique. Et à un moment donné, on se dit, mais
on a un peu l'impression quand même de marcher sur la tête et de se dire, mais finalement, non, on fait un repas parce qu'on a du plaisir à manger ensemble. Et on fait du théâtre, et tout le monde a du plaisir à faire du théâtre. Et ce sentiment partagé de dire, mais en fait, j'ai du plaisir à être là, moi aussi, en tant que soignant. Pia, la fille de Gaël, qui est un personnage remarquable, qui appelait tout le monde copain, et qui d'ailleurs redonnait ses lettres de noblesse à l'accompagnement. Parce que je rappelle que l'accompagnement, ça vient de ad compagnie, ça veut dire partager le pain, c'est-à-dire être des copains. Et donc elle avait compris, elle disait à tout le monde, salut mon copain, salut mon copain. Et Pia, elle avait envie d'être là. Et du coup, de ce fait-là, elle redonnait une place à chacun. Parce que Anne-Marie, quand plein de gens, par exemple, souvent dans certains EHPAD, on me dit, et vraiment, je veux pas faire d'EHPAD bashing parce que c'est à mon avis malvenu et que l'enjeu c'est qu'ensemble on regarde autre chose. Quand à quelqu'un on dit maintenant c'est bien, il faut vous relever, il faut vous marcher, monsieur, madame, c'est important pour vous. Puis personne vous dit mais marcher pour aller où? Marcher pour voir qui? Et là, quand Pia, elle vient prendre la main de Nicole qui va pas bien, qui est stressée, angoissée, etc., et qui lui dit viens me lire une histoire, en fait d'un coup Nicole, elle retrouve une place en fait, elle retrouve une place dans la maison. Et cette histoire d'utilité, d'avoir sa place, d'être attendu, qu'on soit malade ou pas malade, ça nous redonne de l'humanité partagée et ça nous redonne du sens à vivre ensemble. Vous voulez réagir? Non? Il a tout dit. Non, j'ai rien dit. Oui, justement, on va passer les questions à la salle. Il y a un micro qui va passer, donc n'hésitez pas à lever. Voilà, très bien. On arrive avec le petit micro. Ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est qu'on a l'impression qu'on peut vivre normalement avec la maladie d'Alzheimer. Il donne cette impression-là, un peu. Enfin, je veux dire qu'il y a il y a quelque chose qui fait société. Et ce que je pense, c'est que cette maladie fait tellement peur qu'elle nous sort de la société. On regarde, si vous voulez, cette maladie comme quelque chose de terrible. Bon, elle est pas, c'est sûr que c'est pas top, hein. Mais plus on vit de façon normale, hein, plus la société est capable d'accueillir, mieux on se porte aussi quand on est malade. Et je pense qu'il est nécessaire, qu'il est utile, que c'est un soin aussi de reconnaître ça quand on n'est pas malade, c'est-à-dire quand on est témoin de la maladie. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais il se trouve que j'ai la maladie d'Alzheimer et que j'ai jamais lâché. Jusqu'à présent, je suis bien prise en charge. J'ai eu très très peur, c'était terrible au début, mais moi je me rends compte que je vis normalement parce que je continue à faire des tas de choses, à avoir des expos, à aller des manifs, à aller... je travaille auprès de la Fondation Vaincre Alzheimer, je fais des lectures de textes, moi je suis active, je suis vivante, à la fois en ce qui concerne directement ma maladie, mais aussi parce que c'est ma vie, enfin, moi c'est mon tempérament, si vous voulez, j'ai pas... mais qu'il faudrait porter ça aussi, enfin, ne pas, comment dire, ne pas accompagner ou ne pas porter un regard sur les malades comme si leur vie était finie. Parce qu'effectivement, il y a potentiellement une trajectoire qui n'est pas rigolote, quoi. Mais plus on est vivant, plus on se soigne. Oui, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Madame, vous me rappelez une affiche que nous avions à un moment fait pour la Fondation et on voyait un monsieur qui dansait avec une petite fille. On se disait que c'était une image qui devait être prise d'un bal ou petite soirée de famille. Et le slogan, c'était « Alzheimer, on peut l'avoir et continuer à être ». Je crois que ça résume un peu ce que vous dites. Complètement, mais c'est pas le regard que la société porte sur cette maladie.
Et ça ne peut pas aider les malades. On est d'accord. Et c'est vraiment une question culturelle. C'est comme par rapport au handicap physique. Si vous voulez, notre société regarde le handicap, qu'il soit mental, qu'il soit de quelque sorte, hein, ou qu'il soit physique, encore mal. Et puis, même avant le handicap, parlons d'abord du vieillissement. Aujourd'hui, on est encore tous portés par ces stéréotypes négatifs sur le vieillissement. Pourquoi est-ce qu'on pense que quand on est vieux, on est dépendant, on est malade, on est inutile? Pourquoi est-ce que quand on rentre en retraite, déjà la retraite, quoi, on se retire de la société? Rien que ça. Alors imaginez quand on est malade. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous. Oui. Et pour compléter ce qu'on voit justement dans le film, c'est tout ça. C'est-à-dire que c'est possible parce que la mini-société qui a vécu ensemble pendant 15 jours, parce que dans les personnages, vous avez des soignants purs, de ceux qui sont partis de la Villa d'Épidore, mais il y a aussi une secrétaire, il y a un agent hôtelier, Chafia, qui est coordinatrice d'activité, qui n'est pas du tout théoriquement dans le soin technique. Il y avait des artistes, des poétesses, l'équipe de tournage qui n'avait aucune idée de ce qu'était la maladie ou qui n'était pas formée à accompagner. Mais tous ces gens-là, cette mini-société a accepté de jouer le jeu et s'est laissé porter par les choses. Et on finit tous par comprendre que c'est possible si on accepte tous la société, la prise en charge, je sais que j'aime pas trop ce mot prise en charge, de ces patients, de ces résidents, ne doit pas être que le sujet des institutions. C'est un sujet de société, c'est un sujet qui doit être porté par nous tous au quotidien. Voilà, c'est surtout ça, je pense. Ouais. Et si je peux me permettre juste de prolonger, parce que vraiment, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, et je trouve que, pour moi, je vois deux petits éléments de réflexion, qu'on essaie d'aborder dans le film. Le premier, effectivement, ça a été dit, c'est comment, en fait, on n'en fait pas qu'une affaire... le rapport à la maladie, le rapport à l'étrangeté aussi. Moi, je travaille par ailleurs dans le champ du handicap, en psychiatrie, etc. Enfin, je veux dire, l'espace social, l'espace public est quand même très normatif, en fait. Hein, et donc, du coup, il y a une question qui se pose à nous tous, c'est est-ce que ça suffit de dire, moi, je paye mes impôts, occupez-vous des gens fragiles, c'est-à-dire d'avoir des champs de personnes âgées dépendantes, avoir des champs de personnes handicapées, etc. Moi, j'appelle ça la monoculture de l'aide. Et puis, on a des professionnels chargés de prendre en soin ces personnes dans des lieux relativement clos. Je caricature à peine. Ça devient un problème de société. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment on remet de la permaculture, du lien, comment on réouvre ces lieux, comment on fait rentrer les aidants, les soignants, les musiciens, les artistes qui, justement, on m'avait dit, il faut quand même que tu les formes, les artistes, hein, les musiciens, là, parce que s'ils connaissent pas la maladie des uns, non. En fait, ils vont rencontrer des gens, et en fait, vous allez voir, ça va bien se passer. Et d'ailleurs, c'est très beau. Et même quand... techniquement, parce qu'il y a des choses, par exemple, on voit Marie dans le film, Marie qui est la compagne de Kael, qui est une femme incroyable, et qui d'ailleurs est en train de changer de métier après l'expérience du film, nous dit à Didier, par exemple, non, mais votre maison, elle est à 500 km. Là, on peut dire, ah ouais, mais en fait, elle le remet... Mais en fait, je trouve que même ça, c'est pas grave, parce qu'elle est tellement dans l'attention à l'autre et dans la disponibilité qu'elle trouve un autre moyen, elle se rend compte en fait de ce que ça lui fait à Didier et elle trouve un autre moyen de rentrer en lien avec lui. Et ça m'amène à la deuxième réflexion, au-delà de la question de qu'est-ce qu'on veut comme société et comment ça nous regarde tous. Si on a mis en place du théâtre, c'était pas tout à fait par hasard. On peut se dire du théâtre avec des personnes qui ont les Alzheimer, c'est quoi cette histoire? Et en fait, vous savez, dans le théâtre d'improvisation, il y a une règle absolument fondamentale. Vous connaissez un peu le théâtre d'improvisation? Bon, bref, ceux qui connaissent, il y a une règle, c'est que tu dis pas non. En fait, quand on te fait une proposition, donc si je dis par exemple, tenez cette cigarette, vous ne me dites pas, ben non, c'est un micro, parce qu'autrement l'histoire s'arrête, il n'y a plus d'histoire. Donc vous êtes obligé de dire, bah oui, je prends la cigarette et j'en fais quelque chose. Ça, c'est anecdotique, dit comme ça. Mais par contre, quand on est en face de quelqu'un qui peut-être a 90 ans et qui nous dit, bah moi, ma mère m'attend, hein, là, il faut que j'y aille. Si vous lui dites, bah non, votre mère, elle est morte, c'est un drame pour la personne qui revit le deuil, mais c'est aussi pour vous-même une situation d'impuissance où vous avez l'impression, voilà, d'être complètement impuissant pour aider la personne. Donc, évidemment, que l'enjeu, c'est d'accueillir ce que l'autre nous dit, comme dans le théâtre d'improvisation, et de prolonger l'histoire avec lui. Voilà. Et c'est pour ça que le théâtre, c'est vraiment quelque chose qui
oblige à être dans la présence à l'autre. Dans une forme, Christian Bobin disait la présence pure. C'est-à-dire comment je suis dans une réelle présence à l'autre qui fait que je suis disponible et que justement je construis l'histoire avec lui. Ça, c'est vrai pour le théâtre d'improvisation, mais c'est vrai aussi pour le soin, c'est vrai dans la vie en général. À quel moment on arrive à écouter vraiment ce que l'autre nous dit. Et d'ailleurs, quand on se met à écouter vraiment, c'est absolument magnifique. Enfin, je sais pas, vous avez vu Didier qui nous parle du brouillard, qui dit il faut apprendre à se débrouiller, c'est-à-dire se défendre contre le brouillard. C'est forcément dès lors qu'on ouvre l'écoute et qu'on entend et qu'on fait une place à l'autre et à ce qu'il a à nous dire, dès lors qu'on arrête de le renvoyer à un passé, parfois égaré, ou plus ou moins, et ni même à un futur hypothétique, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, mais qu'on est dans le présent, qu'est-ce qu'on fait ensemble là, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de beau, et à cette condition, on peut être véritablement vivant ensemble. Marie, elle est graphiste aujourd'hui. Elle est graphiste aujourd'hui. Et en fait, elle s'oriente vers un métier du social. Donc, elle va devenir éducatrice spécialisée. Là, en fait, elle reprend ses études là, début de l'année prochaine. Bravo Marie. Alors, moi j'avais une petite question, je trouvais ça formidable, le son et l'image. Je me demandais si les scènes étaient prises sur le vif ou si c'était un petit peu construit. Voilà, parce qu'on entendait tout très bien, même quand on courait après Didier. Je ne sais pas comment vous avez fait pour qu'on entende si bien toutes les paroles. Alors, on était suivis, on était suivis en permanence par 24 heures sur 24 par Bertrand ou Julien qui portait sa caméra extrêmement lourde. Et au début, ça nous faisait un peu bizarre. Il y a aussi une perchiste qui était là, et deux perchistes, Edgar et Manu. Et en fait, très vite, on a fini par les oublier. Et donc, on les oubliait. Et pas vraiment, en fait, ils faisaient partie de chaque scène du vivant qu'on vivait ensemble au quotidien. Donc je suppose que c'est un peu grâce à ça. Enfin, je pense que... en tout cas, la consigne que j'avais essayé de donner, on essaie de donner des consignes. Après, elles ne sont pas toujours suivies. Mais c'est tant mieux d'ailleurs, j'adore quand on ne suit pas les consignes. Mais ceci étant dit, moi j'avais proposé en tout cas aux techniciens qui étaient présents, y compris moi donc, de dire en fait, personne n'est là juste pour observer quoi. Donc on vit ensemble, donc on faisait les repas ensemble, on dansait ensemble, le bal c'était très important, et vraiment on participait à cette vie collective, et voilà, et donc ça je pense qu'effectivement ça faisait que la caméra était quand même moins difficile à supporter. On filmait avec des courtes focales, donc en fait c'est 50 mm, donc ça veut dire qu'on était souvent dans des gros plans, donc un peu comme ça, désolé vous êtes... donc il faut imaginer moi j'avais vraiment tous envie qu'on se cache, donc on était très présents, et ça c'était important, y compris quand on faisait du théâtre, voilà, et donc grâce à la disponibilité de Julien Gilloin, qui est un chef opérateur incroyable, et des ingénieurs du son qui étaient présents et qui ont accepté, y compris de dormir dans le manoir, de filmer parfois à minuit, 1h, 2h du matin, grâce à ça, non, on n'a pas reconstitué des scènes, mais par contre, ce que je disais tout à l'heure, on a beaucoup trop filmé. Oui, bonsoir, merci. Merci pour ce film que j'ai trouvé formidable, et merci de tout ce travail que vous faites au quotidien, parce que là on n'en voit qu'un par un film, mais on n'imagine pas la partie immergée. J'avais deux questions. Est-ce que le lieu dans lequel vous êtes allé avait déjà accueilli ce genre de projet, et est-ce que cette expérience a vocation à être renouvelée? Est-ce que ça va se refaire tous les ans comme une colonie de vacances? Est-ce que ça va donner envie à d'autres structures d'essayer la même chose? Est-ce que cette expérience va se renouveler? Oui. Présence de Kael et de Shafia, oui. Et d'ailleurs, c'est quelque chose pour tout vous dire, aujourd'hui, on a un groupe de résidents qui est parti depuis 10 jours à Marrakech avec... ils sont 6 résidents, 6 soignants, donc ils sont partis, ils ont loué une maison, ils ont été passer 8 jours de vacances. La semaine prochaine, il y en a une dizaine qui partent à Rome.
12, voilà, exactement. Au mois d'octobre, avec Lydie qui est là, ils partent en Corse. Et au sein des villas, parce qu'il y a 2 villas des Villes d'Or, donc on essaye effectivement de... on ne peut pas tout le temps partir, parce qu'il y a quand même un établissement, c'est une institution, hein, mais on essaye à l'intérieur déjà de bouger un peu les lignes. Dans l'esprit des esprits libres se maintient, se poursuit au quotidien dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos réflexions, dans tous nos staffs, dans tous nos échanges, nos questionnements éthiques aussi. Et donc on essaye de faire vivre un peu cette expérience magnifique, toujours au travers du théâtre, qui effectivement, d'où Villa existe depuis plus de 10 ans. La rencontre avec Manuela était juste un truc incroyable, parce que personne ne voulait nous suivre dans cette aventure. Et puis elle nous a dit, mais si, moi ça m'intéresse, le théâtre d'improvisation, c'est fait pour ça. Et donc le théâtre continue aujourd'hui. Et donc voilà comment nous tentons au quotidien, parce que les normes sont toujours là, ce que décrit Kaël, la lourdeur administrative et protocolaire, elle est toujours là. Je ne sais pas si vous le savez, mais suite au scandale des Fossoyeurs, les EHPAD ont été bombardés de contrôles et des choses inimaginables, à tel point qu'à un moment donné, on a dit écoutez, si on fait tout ça, plus personne ne s'occupe des gens, quoi. Donc à un moment donné, il faut rester un peu raisonnable et faire. Donc dans cet environnement très contraint, aujourd'hui encore, d'un point de vue réglementaire, administratif et tout, on essaye quand même. Et grâce à des équipes formidables, je tiens quand même à le souligner, parce que sans elles, rien n'est fait. Grâce à leur dévotion, grâce à leur amour du métier et au respect des personnes accueillies. Et grâce aussi, je ne le dirai jamais assez, à la confiance des familles, disons nous, parce que tout ça n'est pas possible si on ne nous fait pas confiance et si il y a certaines familles ici présentes, donc qui savent de quoi je parle. Donc c'est tout ça qui nous permet effectivement de continuer à faire vivre cela, et puis de s'ouvrir encore davantage sur la ville, de faire entrer des personnes. Hier, on a un partenariat par exemple avec une crèche, des petits piou-piou, donc de 18 mois à 3 ans, ils viennent déjeuner plein de salles à manger avec les malades, Alzheimer, avec des soignants, avec leurs accompagnants. Donc c'est très chouette. Donc c'est par des petites batailles comme ça qu'on arrivera, je pense, à gagner. Je ne sais pas si tu veux rajouter autre chose, Kaël. C'est important, si je peux parler, parce que du coup c'est un point essentiel. Hein. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait après? À quelles conditions un autre soin est possible? Et je trouve que ce que tu dis, c'est aussi, enfin il me semble, moi j'entends comme ça, bon, déjà plein de gens font plein de choses. Enfin, je tiens à le dire, il y a dans un monde quand même effectivement parfois plein de contraints pour plein de raisons, qui manquent cruellement d'argent, etc. Et donc il faut continuer à se battre pour qu'il y ait suffisamment d'argent pour prendre soin correctement, etc. Une fois qu'on a dit ça, il y a plein de gens qui tentent plein de choses et qui se disent on ne peut plus être uniquement dans ce système-là. Et donc du coup, alors nous on a essayé à la suite de ce film d'écrire un livre manifeste aussi, intitulé Un autre soin est possible, à la suite aussi de l'étude qui a été faite par Laure Joitel pour un peu objectiver aussi les bienfaits, enfin on s'en doutait, mais en tout cas objectiver les bienfaits d'une expérience comme celle-là. Mais voilà, une fois qu'on a dit ça, en fait, on est tous au cœur de contradictions. Enfin, par exemple, moi je le répète souvent, mais dans un EHPAD, les Fossoyeurs, c'est un super... je trouve que c'est hyper intéressant. Parce que, évidemment qu'il faut dénoncer ce qui se passe et les maltraitances qui ont lieu. Vraiment, personne là-dessus, et moi je suis le premier à dire, il faut le voir, il faut le dire. Une fois qu'on a dit ça, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que le lendemain, si tu décris très bien, c'est au lieu d'avoir comme changement ce dont on a besoin, c'est-à-dire ouvrir cet univers-là, dont on souffre tellement d'être enfermé, mais de l'ouvrir en prenant des risques ensemble. Mais ensemble, ça veut dire avec tout le monde, avec les familles, avec les proches, avec les aidants. Ça veut dire de faire communauté autour des gens et d'arrêter de faire la partition d'un côté la société, de l'autre l'institution. Qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, on a encore plus de protocoles, encore plus de contrôles et encore plus d'enfermement. Et c'est ça aussi le paradoxe dans lequel on est. Parce que moi, je veux que mes parents vivent dans un lieu ouvert, que c'est magnifique. Mais le jour où ils tombent, et le jour où ils fuguent, je serais peut-être le premier à dire non, mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais porter plainte, là, c'est quoi votre truc?
Et donc du coup, tant qu'on continue à nourrir le monstre qu'on dénonce, tant qu'on se dit pas, mais en fait c'est collectif, l'histoire c'est de se mettre autour de la table quand quelqu'un arrive et de se dire qui fait quoi ensemble, avec les proches, avec les aidants, avec les voisins, parfois avec les gens qui se sentent concernés, avec les gens qui peuvent faire des choses, avec les artistes, etc. On continuera à être dans un système où finalement on va renforcer le problème en remultipliant les protocoles qui nous enferment et qui nous empêchent de nous sentir vivants. Et pour ça, il faut avoir à un moment donné un espace pour politiquement se dire mais du coup c'est comment on recrée des solidarités concrètes dans notre société, comment on repense nos solidarités dans cette société. Et ça c'est pas qu'une histoire d'institution, c'est une histoire qui nous regarde tous là où on est. Avant de prendre la prochaine question, j'en profite que vous parliez de manifestes, de dons et ce genre de choses, parce qu'il y a le petit QR code aussi pour devenir un esprit libre et vous aurez toutes les informations pour faire des dons sur les manifestes et tout ça avec le petit QR code qui est juste en bas. Allez-y, madame. Merci beaucoup. Félicitations pour ce film extraordinaire. Moi, ça m'a donné la pêche. Je l'ai déjà pas mal, mais ça me l'a donné encore plus. Anne-Marie, alors pour moi c'est le personnage du film, chapeau, cette femme est extraordinaire, je ne sais pas si elle est encore vivante, mais vraiment moi elle m'a vraiment, je sais pas, ouvert l'esprit. Et puis je voudrais vous remercier madame de tout ce que vous avez dit, parce que pour moi l'essentiel c'est quand même aussi avoir les familles avec nous, avec vous, pour faire tout ce travail. Je crois que c'est indispensable. Et la question en fait que j'avais, vous venez Bertrand de la mentionner, mais j'aimerais bien quand même que vous approfondissiez un petit peu, c'est l'argent. Parce qu'en réalité, moi ce que j'ai remarqué, alors je ne sais pas si c'est un effet du film ou si c'est réel, mais c'est quand même un accompagnement one-to-one. C'est une personne qui accueille le malade, la personne qui est en besoin. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire dans la vie de tous les jours, à moins qu'il y ait quelque chose, il y a un petit miracle financier que je n'ai pas encore conçu. Alors je vais laisser après peut-être Nabila ou Olivier répondre, mais juste de mon point de vue, bien sûr, je le redis, il faut se battre pour avoir plus d'argent, pour que les soignants puissent faire correctement leur travail et leur métier. Je continue vraiment à le penser. Mais je dis la phrase d'après, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Si on continue à nourrir ce même monde et à mettre plus d'argent dans ce même univers et cette manière de penser le soin, moi, j'y crois pas une seconde. Enfin, je veux dire, ça sera moins pire. Mais est-ce que ça sera un lieu habitable, un lieu vivable, un lieu où on a envie de vivre? Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez raison. Il y a alors, 8 soignants pour 10 résidents, là. Mais on est très haut. Alors, il y a... Première chose, ce qui est intéressant, c'est que souvent, dans des institutions, on n'a pas que des gens qui sont au chevet. Donc on a aussi, je disais, quelqu'un qui normalement fait le ménage, là, Daniel qui est là, qui est à SH, on a quelqu'un qui est à l'accueil. Donc du coup, la première question, c'est comment on crée des lieux où tout le monde se sent responsable. Et personne n'est juste fonction support dans un bureau, mais tout le monde est face au visage, parce que c'est une histoire de visage. Première chose. Et la deuxième chose aussi, à mon avis, qui est la question, c'est qu'il y a des artistes. Faire des résidents d'artistes, faire venir des gens qui vont créer ensemble, ça c'est une deuxième chose. Troisième chose, il y a des compagnes, des soignants et des enfants. Donc du coup, et tout ça, c'est pas des gens qui sont des professionnels, mais c'est des gens qui sont hyper importants. Donc bien sûr, c'est augmenter le nombre de soignants pour faire correctement le métier, mais ça va bien au-delà de ça. Ici, il y a plein de gens qui prennent soin, et je dirais même plus, ce qui fait qu'ils prennent encore plus soin, c'est qu'ils ne sont pas là que pour ça. Et c'est que un monde, moi j'ai pas envie d'être dans un lieu où il y a que des gens qui sont là pour s'occuper de moi. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie d'être assigné uniquement à ma maladie. J'ai envie qu'il y ait des gens aient envie d'être avec moi. Et ça fait du bien. En fait, c'est-à-dire, simplement, cette idée-là de se dire, mais d'être dans un lieu aussi où moi, en tant que soignant, en tant que personne, en tant que jeune, en tant que je prends du plaisir à être là avec ces gens qui sont peut-être malades, qui sont peut-être plus vieux, etc. Ça, à mon avis, c'est là qu'elle se situe, la question de société. Peut-être juste pour compléter, pardon. Je dirai un mot après. D'accord. La notion de soignant est importante, effectivement, mais je tiens quand même à dire que dans une journée, par exemple, d'accompagnement classique dans nos structures, le soin technique pur d'accompagnement, il représente peut-être à peine 30% du temps des soignants. Donc, tout le reste, c'est la vie.
Tout le reste, c'est la relation à l'autre. Tout le reste, ce sont des moments qui doivent être, qui aujourd'hui sont occupés par les soignants, parce que par défaut, mais qui peuvent très bien se faire avec des gens de la société, des enfants, les familles présentes, les autres personnels que du soin. Donc parce que les personnes accueillies, les résidents, ne sont pas des objets de soins techniques. On n'est pas là pour en faire un objet de soin, c'est des personnes. Donc je pense que c'est ça vers quoi on souhaite aller. Et c'est notre combat, c'est de dire, en fait, ce n'est pas qu'une question de soins, c'est pas qu'une question de protocole et technique. Si le Covid nous a appris quelque chose, nous qui étions un peu au front, c'est que le fin mot de l'histoire, c'est que c'est une histoire de relation. C'est la relation à l'autre. Voilà. Comment on accueille, comment on est près de l'autre, qu'on soit soignant ou pas. Pendant le Covid, on était tous embarqués dans un truc, on ne savait pas où on allait, mais on y allait, parce qu'on était présents et que, quel que soit notre statut. Le soin, c'est important, mais c'est pas tout. Et il faut surtout pas que ça soit tout. Si je peux me permettre aussi une dernière chose, c'est que je crois qu'on a tous un soignant ou une soignante en nous. On parle beaucoup de la bonne distance auprès de personnes qui sont malades ou dans une situation de handicap. Mais moi, je préfère parler de bonne approche et de savoir jusqu'où est-ce qu'on peut donner. Moi, en tant que psychologue, je suis pas censé faire des toilettes, je suis pas censé donner à bouffer, je suis censé écouter, mais en fait, je fais beaucoup plus que ça. Et en fait, les soignantes font beaucoup plus que ça aussi. Et donc, c'est de savoir jusqu'où est-ce qu'on peut donner, jusqu'où est-ce qu'on peut aider l'autre. Et donc, ça contribue aussi à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux stéréotypes, quoi. C'est-à-dire, en fait, on n'est pas obligé d'avoir le titre de soignant ou d'être soignante pour pouvoir soigner. En fait, on est juste là pour accompagner l'autre, dans de l'amour, en fait. La question de l'argent est évidemment cardinale. Je pense qu'aujourd'hui, avec les structures telles qu'elles existent, on ne pourra pas changer la donne tellement parce qu'il manque de l'argent. Et qu'on voit très bien que l'argent signifie plus de personnel. Dès lors qu'il y a plus de personnel, il y a plus de temps de formation, il y a moins de fatigue, et il y a des prises en charge qui sont peut-être de meilleure qualité, etc. Il est clair que ce qui se fait à Épidore, qui est exceptionnel, n'est possible que parce que c'est une structure privée et qui coûte cher. Il ne faut pas se le cacher. Mais je pense que l'avenir n'est pas encore écrite. C'est-à-dire que dès lors que on a la possibilité de repenser un peu la prise en charge des plus âgés au sein des cités, comme on voit, il y a des exemples en Europe du Nord, avec des petites unités qui sont dispersées dans la ville. Dès lors qu'on repense l'habitat des seniors, avec des habitats partagés, des cohabitations, toutes sortes de choses qui existent ou à découvrir, je pense qu'à ce moment-là, les choses vont être différentes. Il y aura aussi probablement à revoir un peu la place des plus âgés dans nos sociétés, qui vont forcément évoluer parce qu'il y a une révolution qu'on oublie. On parle beaucoup du changement climatique, on parle beaucoup de la révolution numérique, mais on oublie qu'il y en a une qui est là, qui est très présente et qui est un peu occultée, c'est la révolution démographique. Allez voir au Japon, ils ont 10 ans d'avance sur nous, tout ce qu'ils sont en train de mettre en place. Et nous, on oublie que dès aujourd'hui, dans notre pays, vous avez autant de gens qui ont plus de 65 ans que de gens qui en ont moins de 20. Et ça ne se fera que croître et embellir. Le nombre de centenaires aujourd'hui est de 40 000, il y en aura 200 000 en 2060. Donc, bien sûr, la place grandissante des seniors dans la société va changer la vision par la force des choses. Ils vont avoir une position un peu différente et je pense que le regard va devoir changer forcément. Qui dit changement de regard dit peut-être changement aussi des relations de solidarité. Il y a des choses très positives. Je ne sais pas si vous avez suivi récemment, on a publié une statistique sur l'investissement dans le monde associatif. Et on s'est rendu compte qu'on est arrivé à peu près au même niveau qu'en 2019, avant la crise.
mais que les moins de 35 ans sont plus nombreux qu'avant 2019, et ils remplacent les seniors qui, eux, sont moins nombreux, ce que je trouve assez désespérant. Et donc les seniors s'investissent moins dans le monde associatif que les plus jeunes. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle quand on pense aux plus jeunes qui sont l'avenir de notre société. Et je pense qu'elle sera peut-être plus solidaire, et notamment vis-à-vis des plus âgés. Pour ce qui est du financement, aujourd'hui on nous oblige à payer des assurances pour nos voitures, alors qu'on n'aura peut-être pas forcément des accidents, et on oublie qu'on sera tous un jour ou l'autre dépendants. A priori, la grande majorité d'entre nous va vivre très vieux et il y aura un moment où il faudra payer notre dépendance. Donc je pense qu'on va aussi inventer des moyens de financer la prise en charge des plus âgés, peut-être par l'assurance, qui sera une assurance privée ou publique obligatoire, mais tout ça va changer. Il est clair qu'aujourd'hui, tel que c'est présenté, il y a beaucoup de choses à modifier. On ne peut pas continuer comme ça fonctionne actuellement. Mais je crois il faut rester optimiste et se dire qu'on va s'adapter à cette société qui bouge, qui avance, où le nombre de plus âgés croît de manière exponentielle. Et il va falloir repenser la place des plus âgés, repenser aussi la manière dont est conçu, perçu les métiers du troisième âge, qui sont aujourd'hui mal payés et au fond mal considérés. Tout ça a besoin également d'être revu pour un avenir meilleur. Eh ben, je vous propose qu'on reste sur cet optimisme à venir. En tout cas, je vous remercie tous d'être venus ce soir pour échanger avec la salle. Je vous remercie aussi beaucoup à vous d'être venus et surtout aussi à l'Ouest, qui est le distributeur et le producteur du film, qui nous a fait la joie de venir présenter le film ce soir. Et le film, je le rappelle, est actuellement dans les salles de cinéma. Donc en fait, si vous voulez faire du bouche à oreille, le film en a besoin, le noter sur Allociné et tout ça. Donc n'hésitez pas, vous en parlez. Et comme ça, vous faites vivre le film et vous faites connaître cette belle initiative. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. Très bonne soirée. Donc c'est l'occasion ça a lieu tous les ans. C'est une façon de faire rencontrer des gens qui sont concernés par cette maladie. Et puis de récupérer aussi un peu d'argent pour les... Merci. Merci beaucoup. Le 25 mai. Merci beaucoup. Le 25 mai, c'est noté. Merci. Ha ha ha.